Bonjour à tous, bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de géopolitique probablement, puisque c'est un petit peu, je trouve, les news du moment. Donc, on va laisser l'inflation de côté pour le moment, et puis on va beaucoup parler, je pense, d'analyse technique, c'est-à-dire qu'on va vraiment aller en profondeur sur l'analyse technique de ce petit rebond en V-shape, donc en forme de V. On passe en partage d'écran. J'en profite pour ceux dont ce type de contenu peut plaire, de surtout pas hésiter à s'abonner, activer la cloche des notifications et éventuellement mettre un pouce bleu et laisser un commentaire. On est ici sur le BTC face au dollar en daily. Vous voyez qu'on tient pas mal ici cette première trend que j'avais dessinée et on vient de casser cette trend baissière ici. Donc ça c'est intéressant pour moi. Vous voyez que si je zoome un petit peu plus et qu'on reprend ici un petit peu comment dire notre épaule tête-épaule inversée, on n'a pas tout à fait ce breakout encore. Hein. Attention sur le Bitcoin, ça n'est pas vraiment arrivé. On attendra de clôturer en daily puisque c'est la plus grosse time frame dans laquelle on peut voir cette épaule tête-épaule inversée. On attendra une clôture en daily au-dessus, mais vous voyez que on est bien parti pour là. Hein, on l'avait réintégré, on est bien parti pour. Pour le moment, l'idée c'est, je pense qu'on la voit d'ailleurs mieux en 4 heures, donc une vraie clôture en 4 heures serait déjà un premier signal assez fort que on donne vie à cette épaule tête-épaule qui, je le rappelle, a deux targets. Comme elle est un petit peu penchée, on va prendre la target la plus pessimiste, on va dire, c'est-à-dire qu'on prend de la ligne de coup jusqu'à l'épaule gauche et on reporte ici au point de cassure, donc ça nous emmènerait quelque part autour des 23 324 $ pour cette petite épaule tête-épaule. On voit un petit peu la même chose sur pas mal de graphes, notamment la market cap totale ici. Vous voyez que si je vous mets la ligne de coup, donc la ligne de coup se met toujours d'une aisselle à une autre, c'est-à-dire ici l'aisselle vers l'aisselle, et vous voyez que c'est un petit peu la même chose en 4 heures ici sur la market cap totale. Donc on aurait ici pareil une target, elle est un peu moins penchée peut-être celle-ci, et on a la même chose sur Ethereum US dollar, exactement le même concept d'épaule tête-épaule inversée. Pour le coup là, si on prend la target la plus optimiste, ça nous emmènerait au 1005. Si on prend la target la plus pessimiste, ça nous emmènerait quelque part comme, hop, je vois pas bien, voilà, ça nous emmènerait quelque part comme les 1350. Donc globalement, selon les probabilités chartistes, 70% de chances d'aller à cette première target là, que moi j'utilise quand l'épaule tête-épaule est un peu trop penchée, et 50% de chances d'aller à la grosse target, donc une chance sur deux. Voilà un petit peu, on va laisser la target ici. Voilà un petit peu l'idée sur la partie, on va dire, chartiste. Globalement, on a aussi Ethereum BTC qui dessine une structure intéressante. Vous voyez que c'est ici une structure de double bottom, avec potentiellement ici, si on a une cassure de ce niveau-là, donc les 0,0555, à peu près un peu plus au-dessus, on va être plutôt, voilà, 557, eh bien, on aurait potentiellement ici un rebond d'Ethereum par rapport à BTC sur une période un petit peu plus long terme, avec une target probablement de 0,558, quelque chose comme ça. On continue, on fait un petit tour un petit peu sur les alts. On voit que ADA reprend 4%. On voit que eGold est un petit peu en forme aussi. L'ICP qui performe un petit peu aussi. Globalement, les structures intéressantes que j'ai trouvées, c'est Matic qui va bientôt donner vie ici à ce round bottom. Donc à voir si ça se met en place, ou si là on a un rejet ici sur les 0,64. Également, je trouve très en forme Solana qui a retouché ici les 40 avec une jolie trend. À voir, c'est pareil, il va falloir ici Solana qui a plutôt une structure en double bottom, ce qui est relativement un peu plus intéressant, on va dire, voilà. Et puis voilà, bon, rebond un petit peu sur tout le monde. Vous voyez Stellar aussi qui nous fait un joli rebond aujourd'hui. Donc voilà, sur le dollar, on est toujours sur cette trend baissière, on n'arrive pas à récupérer. Attention parce que on pourrait être ici dans un triangle de continuation à 4 heures, vous le voyez sur le dollar. Donc ça voudrait dire encore du cash qui pourrait éventuellement ici rentrer. On va le dessiner, et surtout moi l'intérêt c'est de voir si ça casse à la baisse ici. C'est-à-dire que on aurait ici vraiment plutôt envie que de donner vie plutôt à quelque chose à une autre structure que ce triangle. Pour l'instant il tient, vous voyez que si on rebondit là-dessus, il est quasiment mûr pour casser. Donc attention
attention à ça, puisque la target, ça serait l'amplitude du triangle reportée au point de cassure. Ici, comprenez bien que le Dixie, c'est le dollar contre l'Europe, le yen, le British Pound, la couronne suédoise, le franc suisse et le dollar canadien. Donc il faut ici comprendre qu'on est un petit peu dans un... Aujourd'hui, il y a un autre monde qui s'est créé depuis la guerre en Ukraine, et c'est ce qu'on va analyser aujourd'hui, où le dollar n'est plus réellement une réserve de change, puisqu'elles ont été confisquées. Donc il y a eu des sanctions pénales financières sur la Russie, qui sont allées jusqu'aux réserves de change. Donc désormais, ça enlève une partie de son pouvoir de réserve de change au dollar. Donc le dollar comme monnaie de réserve de change plus comme monnaie d'échange pour tout ce qui est lié à l'énergie est une narration qui est en train de se perdre. Peut-être pour le bien de Bitcoin, ça c'est quelque chose qu'on va voir dans le futur, mais vous comprenez ici que le rouble est en train de, bien entendu, vraiment bien performer dans ce domaine-là. On a le BRICS, donc c'est-à-dire et moi je rajouterais même l'OPEP un petit peu dans tout ce consortium-là, c'est-à-dire Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, qui sont en train de devenir un nouveau bloc, qui est un petit peu le bloc des matières premières. Ici, c'est ce qu'il faut comprendre, hein, c'est-à-dire que le nouveau monde, on va dire, sera celui de la force des matières premières, et à côté, on a l'Europe qui est plutôt dans une industrie de services, qui n'a pas excessivement de pétrole, qui essaye de garder le joug sur des pays africains qui eux-mêmes ont quand même aussi des matières premières, mais qui petit à petit est en train de le perdre, puisque on va dire que c'est un petit peu comme... Admettons que vous voulez des copains, vous êtes à l'école, vous leur distribuez des bonbons, et c'est un petit peu ce qu'a fait relativement intelligemment d'ailleurs Poutine, c'est-à-dire que il a distribué des bonbons à ses copains pour avoir des potes à la récré. Et donc en l'occurrence là, ce qu'on peut voir, c'est que Poutine est en train de servir quand même une partie, on va dire, du monde des matières premières, parce que moi j'aime pas trop cette notion de soit de nord-sud, soit de pays, je sais pas, en développement ou quoi que ce soit. Je suis pas du tout d'accord avec ce type de notion, mais ici il faut comprendre que du coup on est probablement, alors Total se porte très bien, hein, l'action Total se porte très bien, donc pour l'instant il y a pas vraiment, on n'a pas vraiment les signes ici de ce nouveau monde, ce nouvel ordre mondial, mais pour moi c'est quelque chose que je vois venir, et c'est une narration à laquelle je suis très sensible, parce que tout simplement on a ici des choses qui se mettent en place. Maintenant le yuan par rapport au dollar, qui peut-être pourrait être aussi dans une structure de continuation. Ici, la Chine, qu'est-ce qu'elle nous fait? Tout simplement, au moment où elle fait l'inverse des États-Unis, c'est-à-dire qu'au moment où les États-Unis sont en train d'envoyer du bois au niveau rehausse des taux et quantitative tapering, bah, eux font l'inverse, puisqu'ils ont pris la crise Covid dans les dents, ils n'ont pas du tout ici baissé les taux ni imprimé, et là, ils prennent de contre-pied un petit peu toute l'économie mondiale en essayant d'attirer, bien entendu, des capitaux vers eux. Et ça se voit notamment sur la tech chinoise ici. C'est pas celui-là, pardon. La tech chinoise ici, où du coup on a eu cette correction de 70%, vous le voyez, depuis le top ici qu'on avait eu en février 2021, et où on a ici un joli rebond de la tech chinoise dans l'autre sens. Donc je pense qu'on est sur un rebond autour de 30% vers le haut, il me semble, quelque chose comme ça, on va regarder. Oui, c'est ça, un joli rebond d'une trentaine de pourcents ici vers le haut, et où donc du coup ça attire les capitaux, mais pas trop quand même. On a quand même aussi ici un FUD qui se crée sur la Chine, puisque tout simplement au niveau politique, les capitaux américains resteront quand même toujours dans le America First. Nasdaq, on a aussi ici une structure de double bottom, vous voyez que ça a cassé là, ici au niveau du Nasdaq, donc on a ici la formation de cette figure de double bottom qui pourrait potentiellement être en train de se créer. Est-ce qu'on va juste venir faire un tour ici en haut de ce biseau? Est-ce qu'il y aura une rotation partielle vers le bas qui va se créer? Voilà, c'est une question qu'on peut se poser aussi. Ici, le S&P qui est aussi sur une structure intéressante de rebond, lui-même en V-shape, donc rebond en V, donc potentiellement ici quand même sur le SP500 on attend peut-être un nouveau plus bas, et vous vous rappelez que hier on a parlé que le niveau des 3850 était très important à repasser, et ici pour moi le niveau des 3812 qui est tout simplement le premier arrêt. Donc là on a défendu le premier arrêt, c'est-à-dire qu'on a corrigé 40% de toute la montée depuis le crash Covid.
Oui, c'est ça. Et on a corrigé 38,2%, et là on est en train de défendre le premier arrêt et d'essayer de réintégrer. Donc quand on aura repassé ce premier arrêt, si on pull back dessus, on sera sur un ratio de Fibonacci intéressant, qui voudrait dire tout simplement, normalement on n'achète pas un 0,382, enfin je veux dire c'est pas un niveau qui est considéré comme extrêmement intéressant. Les niveaux intéressants sont 0,5, 0,618 et 0,786, c'est-à-dire des niveaux de correction plus importants. Mais pour recharger, ça peut être par exemple, si vous êtes vraiment ici intimement convaincu que le S&P va performer. Alors je sais que c'est contre-tendance, ce que je dis, c'est pas du tout ce qu'on voit ici dans les journaux, etc. On voit plutôt ici des risques de récession, etc. Pour moi, la grande question dans sa globalité, c'est en grande partie, est-ce que Biden va accepter qu'on aille en récession? Est-ce qu'il ne va pas faire une pression? Et on l'a vu d'ailleurs quand Biden a été interrogé par et le Sénat et le Congrès, il y a eu Elizabeth Warren, cette députée, qui lui a dit mais n'y allez pas trop fort sur la hausse des taux parce que vous risqueriez de conduire l'économie au bord de la falaise, drive the economy off the cliff, ou même par-delà la falaise. C'est-à-dire que ici on a une pression politique qui commence à se mettre en place sur Powell pour lui dire attends, calme un peu le jeu parce que là tout le monde a bien corrigé, les entreprises sont en mal de financement, qu'est-ce qu'on fait quoi? Voilà, c'est un peu la question actuelle qui est de dire soit on accepte de l'inflation, est-ce qu'on va dans un scénario de stagflation, c'est une possibilité aussi, est-ce qu'on va dans un scénario où on freine totalement la demande, et ça je vous l'ai beaucoup montré dans les vidéos, mais pour moi c'est vraiment un point très important. Excusez-moi. Ici, puisque vous savez que l'inflation à 8,6% est composée pour 3,7% de hausses qui sont dues à la guerre en Ukraine et au confinement Covid, et vraiment l'inflation de demande, c'est-à-dire une surchauffe de la demande ici, est plutôt autour de, on a ce croisement là, ce fameux croisement dont je vous parlais sur Ethereum BTC, est plutôt dû autour de la demande, c'est-à-dire 4,9%. Donc ici, la totalité s'appelle le Headline CPI, tout ensemble, c'est ça les 8,6%, et le Core CPI ici, et le CPI de demande qui lui est à 4,9%. Donc globalement ce que peut faire Powell c'est agir sur la demande mais pas sur l'offre. Et c'est ça que je vous parle ici dans ce nouveau monde. Est-ce que finalement on va pas être dans un monde où la Fed ne peut pas faire grand chose puisque les matières premières sont désormais très fortes. Si jamais le consortium, ce fameux consortium du BRICS, et je rajouterai à ce consortium l'OPEP, où on voit que l'OPEP est en train de faire une rotation et se désintéresse ici un petit peu des États-Unis. On voit que l'OPEP, l'Arabie Saoudite principalement d'ailleurs, sont en train de lâcher un petit peu ici les échanges en dollars. Ici, il y a eu les premiers échanges en yuan, etc. Finalement, est-ce que la monnaie qui serait au milieu et qui est totalement neutre et qui permet aux deux blocs de commercer ensemble ne serait pas finalement le Bitcoin ou une autre crypto? C'est une bonne question. En tout cas, ici, vous comprenez que ce mouvement-là est en train de partir pour une trentaine d'années. On n'est pas sur quelque chose... moi, c'est mon avis. Maintenant, parce que je vois la situation géopolitique et c'est pas parti pour durer juste 2-3 ans de tension et puis après on est copains. C'est pas ce que je vois ici, moi, dans la zone. Et la perte du dollar comme réserve de valeur et surtout comme monnaie d'échange est vraiment et Poutine, je ne sais pas si vous avez vu le discours de Poutine au Forum économique de Saint-Pétersbourg, je crois, ou je sais plus où c'était, mais c'est pas la question. Poutine a dit, en fait, ces sanctions économiques qu'on nous met sur la Russie sont finalement une épée à double tranchant, c'est-à-dire que celui qui utilise l'épée se blesse aussi. Et on a potentiellement ici cette idée que parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que normalement, la demande pour une monnaie est censée être fonction de deux choses. La confiance que vous avez dans la monnaie, donc ça, c'est ce que j'appellerais justement le fait de stocker votre argent sur cette monnaie-là, et ça, c'est une première chose qui est importante. Et la deuxième chose, c'est bien entendu la balance du pays. C'est-à-dire, si vous avez énormément de biens qui sont exportés en dollars, mais qui sortent du territoire américain, à ce moment-là, vous aurez une demande pour le dollar qui est normale. C'est la balance excédentaire du pays, voilà. Et si vous avez très peu de biens qui sortent en dollars, eh bien à ce moment-là, le dollar théoriquement devrait baisser. Donc avant, c'était quand on était sur l'étalon or, ça se passait comme ça. Maintenant, on a cette espèce d'étalon dollar qui a été mis en place suite à la première et la deuxième guerre mondiale. Petit à petit, on nous a imposé ici tout simplement que toutes les monnaies fluctuent autour du dollar, mais que l'étalon soit plus ou moins le dollar. Si on perd un petit peu ici cette jonction,
il faut comprendre que on va arrêter finalement de surfinancer, nous autres pays, le déficit extérieur américain, quelque part. Et là, moi, j'ai pas vraiment d'avis. Je suis ni anti-américain, ni anti-russe, ni quoi que ce soit. Je dois juste regarder ici les signaux macroéconomiques qui me sont donnés. Et personnellement, ce que je vois ici comme signaux macroéconomiques, c'est que tout simplement, quelque chose est en train de changer et que c'est très important ici de le comprendre. Donc voilà, alors on va maintenant, c'était assez long, une intro un petit peu longue sur la géopolitique actuelle, etc. On va faire un petit coup de news quand même, donc continuer sur le Fonda. Et là vous voyez que l'Ukraine ordonne le retirement de Severodonetsk pour éviter l'encerclement. Donc il y avait un gros chaudron là au niveau de Severodonetsk et que donc du coup pour moi, en fait, c'est ici une grosse victoire pour la Russie, puisque je crois que Severodonetsk est dans le canton de Lugansk, donc ils ont récupéré en fait finalement tout le Donbass pour le moment. L'Ukraine qui sort de ce chaudron pour finalement se retirer un petit peu plus probablement vers Kiev. On va voir ici ce que ça donne, mais globalement ça donne quand même ici une victoire de guerre plus ou moins à la Russie. Ici les stocks qui augmentent, les actions qui augmentent alors que les attentes d'une hausse des taux se calment. Est-ce que c'est le cas ici sur notre outil de la Fed, le sondage, le fameux sondage? C'est ce qu'on va regarder. Ah bah non, pour moi, voilà, on est toujours ici dans une attente d'une hausse de 0,75 points de base pour le 27 juillet. Ensuite, on va regarder ici le reste des news. Coinbase, je sais pas si vous avez vu, mais Coinbase Pro va disparaître et ça va être maintenant uniquement Coinbase. Donc Coinbase veut simplifier un petit peu son offre ici et il lance les premiers produits dérivés autour des cryptos. Donc voilà, Coinbase qui est plutôt en train d'essayer de devenir une sorte de nouveau Binance, ou en tout cas voilà, on avait avant un Coinbase qui était très cher en frais de transaction mais très simple à utiliser. Donc ici c'était plutôt les newbies, les nouveaux qu'on visait de la part de Coinbase, et on va dire les traders un peu plus pro allaient plutôt vers Coinbase Pro où on avait des frais qui étaient beaucoup moindres. Et là en ce moment voilà, ils sont en train de repackager un petit peu toute cette offre là. Solana qui lance un téléphone mobile autour du web 3.0. Ici, on a une analyse sur la chute du Luna. Voilà, bon, globalement, pas énormément de choses. Ça reste quand même des news intéressantes. Ici, qu'est-ce qu'on a sur bitcoin.com? En Russie, un amendement qui imposerait des amendes pour une sortie illégale et l'échange illégal d'assets digitaux. Et Powell qui parle apparemment des cryptos ici. Alors j'ai pas lu cet article, peut-être qu'on y reviendra plus tard, qui dit nous ne voyons pas d'implication macroéconomique énorme concernant le sell-off sur les cryptos. Voilà, ensuite MarketWatch, donc là on va passer plutôt aux news on va dire qui sont pas du tout liés aux cryptos mais qui sont liés au marché. Acheter américain a été une meilleure stratégie que le reste. Voici les sociétés qui sont le plus exposées à l'US Economy. Donc ça revient un petit peu à ce que je vous disais, vous savez, le côté un petit peu America First. Et c'est normal, hein, c'est un amour du drapeau, j'ai aucun problème avec ça. Et ensuite, l'inflation qui érode le level de confort des Américains, et le CEO de Binance, donc là on est sur MarketWatch, hein, qui dit que la plupart du pire du crypto crash est probablement terminé. On va maintenant sur le Wall Street Journal. Wall Street Journal, on l'a déjà fait, donc on va ici aller se concentrer désormais sur le sentiment. Le sentiment sur le marché, on voit que au niveau order flow, donc au niveau de l'analyse du carnet d'ordre, on a désormais, je vous avais dit là ici, tiens c'est bizarre, il y a assez peu d'ordres d'achat finalement qui se sont insérés sur ce rebond. Là on commence à en avoir un petit peu, encore qu'on en a quelques-uns qui disparaissent ici. Vous voyez, c'est pas des ordres qui sont énormes, j'ai pas vu d'ordre ici énorme. Le gros des ordres se trouve plutôt autour des 18 000 $, et on a voilà 500 bitcoins ici à 18 000 $, etc. Donc sur ce contrat Binance USDT,
Le gros des ordres se trouve quand même sous le dernier plus bas. Alors, donc on a peut-être des gens qui auront l'argent pour venir pousser le prix plutôt vers le bas. On voit une tendance ici à résister par rapport au prix, notamment au niveau des options. Vous le voyez, on avait normalement théoriquement dans un marché complètement plat, on aurait eu peut-être, parce qu'on avait un CVD au spot qui était haussier, etc., on aurait eu peut-être ce type de mouvement pour aller chercher à l'aide des market makers, qu'on va dire options, des vendeurs d'options, ces deux strikes là, 24-25 et un petit peu tous ces strikes aussi autour. Et en fait, aujourd'hui, on a dû clôturer dans cette zone où il n'y avait pas non plus énormément de strikes. Hein. Vous le voyez que ici, on a fait perdre quand même ces quelques gros strikes, mais on a laissé gagner ici tous ces strikes là aujourd'hui qui désormais vont être des nouveaux bitcoins qui vont d'ailleurs probablement arriver sur le marché. Donc si ceux qui les ont entre guillemets, je mets un guillemet là, gagnés, les mettre sur le marché, il faut comprendre ici que ça représente une force aussi. Prochain niveau important d'options sera le 1er juillet, c'est ça, oui. Donc 21 000 bitcoins, c'est pas énorme, vous le voyez là, avec un max pain price à 22 500. Donc du coup là c'est intéressant. Bon, on n'a pas un niveau qui est énorme, mais ça nous dit plutôt qu'on va probablement latéraliser cette semaine. Ici sur les marchés en levier, qu'est-ce qu'on a eu? Donc on a fait la vidéo ici hier, on n'est pas venu prendre ici ce niveau de long qui même a continué quasiment même un peu plus haut, on pourrait même le mettre ici, vous voyez qu'il a continué jusque là. Vous voyez ici la hausse de l'open interest. Voilà, donc ce niveau-là sera à prendre. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? On a ici long squeezé, donc c'est normal que le nombre de contrats diminue. On a eu à nouveau une augmentation du nombre de contrats, donc on aura un nouveau point à prendre chez les longueurs ici. Qu'on va mettre en rouge puisque c'est un point de longue. Ici le nombre de contrats continue à augmenter mais vers le négatif, donc on a un très léger niveau à prendre au niveau des shorters que je donnerai par ici, et vous voyez qu'il a été pris depuis. Et puis ensuite le funding réaugmente, donc on avait un niveau de longue à prendre ici, vous voyez qu'il a été pris aussi. Ici hausse de l'open interest, c'est le niveau précédent en fait qui a été pris. Et là on continue en ayant un funding qui diminue plutôt, donc on avait un niveau de long à prendre là, c'est celui qu'on vient de prendre à l'instant. Ici on déleverage avec plutôt voilà on est plutôt sur une baisse du nombre de contrats en circulation, donc assez peu intéressant. Ça c'est intéressant, par contre on avait aussi un niveau de long ici qui était à prendre, et là à l'instant T on est plutôt longué, vous le voyez, l'open interest, donc le nombre de contrats en circulation qui augmente, le taux variable que vous payez sur les marchés qui lui augmente aussi, donc on est plutôt sur des longueurs qui rentrent sur toute cette hausse là. La grande question, c'est est-ce qu'on va venir prendre ce point-là? Vous voyez qu'il n'a pas été extrêmement shorté. Et est-ce que là, on est sur la route pour venir prendre ce point des 21 700? Voilà, pour moi, c'est ça les deux questions du moment. Vous voyez que le CVD au spot s'est un petit peu calmé là. Hop, surtout ce sell-off là, on a eu une perte de confiance au spot. Et là, il est en train de remonter. Donc CVD qui est, on va dire, la demande cumulative que vous pouvez afficher en fonction des bougies. Comprenez bien ici aussi que si je me mets en daily, et c'est quelque chose que j'avais dit que je ferais hier, mais j'ai oublié de le faire. Si je me mets en daily, on est sur une demande au spot qui diminue depuis assez longtemps, hein, vous le comprendrez là, si on regarde même la totalité ici, la vraie demande au spot, elle était à son max ici, hein, vous le comprendrez, donc on est sur une demande au spot qui diminue, là ça a plutôt vendu, et puis on est sur des niveaux d'open interest qui sont pas déconnants, ni au niveau des shorters, ni au niveau des longueurs, donc on a tous ces niveaux effectivement ici de shorters à venir prendre, mais ils sont pas incroyables au niveau poche de liquidité, c'est pas des niveaux vraiment conséquents. Par contre, c'est l'accumulation qui fait qu'on pourrait éventuellement y aller, et c'est la trend, une trend changeante ici qu'on aimerait vraiment bien voir au niveau du CVD spot, qui probablement marchera avec le prix, hein, puisque les gens sont assez binaires. Quand ça monte, quand on a trouvé quand ils savent qu'on a trouvé un bottom, ils sont potentiellement ici préparés à acheter, voilà, en tout cas dans une logique d'achat, alors qu'à l'inverse, quand on descend, voilà. Nous, ce qu'on aimerait bien en tout cas, c'est revoir un petit peu d'open interest ici, un petit peu plus fort, avec bien évidemment ici un funding qui soit aussi plutôt dans le négatif, ou en tout cas même de l'open interest qui reviendrait avec du long, mais où le CVD spot est très puissant vers le haut, pourrait nous permettre de dire que éventuellement sur les dérivés, on a vraiment un chemin vers le haut qui se forme, à la fois chez les leviers et chez les autres. Il faudra être vraiment patient, et il faudra vraiment aussi faire attention si on a trop de leviers qui se cumulent, comme ça avait été le cas ici. Vous le voyez, énorme hausse de l'open interest avec un funding extrêmement positif. Donc ça veut dire trop de leviers. Et ben on fait ce genre de diminution là pour venir ensuite cueillir tous ces leviers.
On se met maintenant sur iBlock qui émule les prises de position qui est un algorithme. Ici iBlock qui nous dit qu'on a beaucoup plus de longueur ici à prendre sous les pieds. Donc là ça irait plutôt en faveur ici d'un retrait et d'un double bottom, pas forcément d'un rebond. Beaucoup plus de longueur à prendre sur les 5 derniers jours, donc les positions fraîches. Donc l'idée ici serait peut-être de revenir jouer potentiellement avec les 19K, à minima 19,5. Voilà, vous voyez cette zone ici un petit peu plus dense. Voilà, c'est ce que nous dit iBlock pour moi. Ensuite, Kingfisher. Qu'est-ce que nous dit Kingfisher? C'est ce qu'on va regarder ensemble. Pendant que ça charge, ouais bah non c'est bon, c'est chargé, hop. Donc Kingfisher qui nous dit qu'on est un petit peu entre deux eaux là, mais on aurait potentiellement une poche à venir prendre. Vous voyez qu'on est à peu près aux 21 800 $, c'est la poche dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis on commence à avoir des amoncellements, vous voyez la densité ici, donc c'est pas forcément ici, vous voyez ces gros spikes ici représentent par exemple 40 millions ici en valeur, mais là si on additionne un petit peu toute la densité qu'il peut y avoir dans cette zone, on a des choses intéressantes en revenant éventuellement visiter légèrement sous les 20 000 $, voire plus, hein. Vous voyez que même jusqu'à 18, on a quand même un niveau de long ici assez important. La grande question pour moi c'est le CV des spots, c'est ça qui va vraiment jouer sur la narration pour moi. Et puis, voilà, la grande question pour moi, elle est là. Est-ce qu'il y a vraiment un retour de la demande de spot ou pas? Retour de la demande aussi qui peut se faire par les institutionnels. Et là, on va particulièrement scruter le CME. Je vérifie juste que ce soit à jour. Particulièrement scruté le CME qui fait plus de 9% sur les dernières 24 heures, donc ça c'est une très bonne chose, ça veut dire que les institutionnels ont envie de revenir sur Bitcoin et ils le font d'ailleurs, hein. Et puis donc le CME, le Chicago Mercantile Exchange, on va aller voir peut-être ça directement sur le graphe du CME ici. Où effectivement on voit qu'on a des volumes assez conséquents, on est de retour à des volumes qui étaient ici, vous le voyez, pré-bull run quasiment, donc on a vraiment des volumes intéressants ici au niveau de l'open interest du CME, Chicago Mercantile Exchange. On va regarder vite fait Grayscale, qui est quand même la plus grosse baleine en BTC, donc on va ici aller voir. Donc là j'ai bugué, ça fait un moment qu'on n'y est pas allé, voilà les données de distribution. Grayscale qui... Désormais, vous voyez que le premium était avant à moins 33 et il est désormais monté à moins 28, ça veut dire qu'il y a un retour aussi. Là, on avait eu des gros sell-off sur le GBTC dernièrement, hein, ça allait avec le FUD global, voilà, qui remontait à moins 28. Alors, moins 28, c'est pas du tout des niveaux intéressants. Vous voyez le Philcoin ici qui est à 153% de malus, enfin de premium. Donc voilà, perso, je pense que le Web3 et Philcoin est totalement adapté ici au Web3. C'est une manière de protéger votre identité sur le Web3 sans la dévoiler. Le Web3 pour moi sera une des narrations du prochain bull run, je le pense. En tout cas, voilà, j'ai pas ici, comment dire, non plus déséquilibré mon portefeuille en achetant que du Web3, mais je pense qu'il va y avoir des choses intéressantes. Je pense qu'on aura un léger retour du métaverse, mais qui va pas être incroyable. Je pense que tout ce qui est play to run n'est pas forcément des grosses narrations qu'on aura pour moi, sauf s'il y a vraiment des jeux vraiment hyper user friendly qui apparaissent, etc. Je crois pas vraiment au play to run, en tout cas sur ce prochain bull run, s'il y en a un, hein, bien sûr, parce qu'on on donne les choses pour acquises, mais voilà, rien n'est sûr, et c'est pour ça que vous devez investir que ce que vous êtes prêt à perdre ici. Et voilà, mais principalement je pense que le Web3 et la décentralisation du web va être pour moi une narration intéressante. Je pense qu'il y aura un retour de la DeFi, mais la DeFi va être un petit peu mise à mal par ces projets de régulation qui sont très flous pour le moment. Donc du coup, ici il va y avoir certainement, voilà, je trouve que le secteur des NFT se porte très bien aussi, donc ça c'est plutôt en faveur d'Ethereum et Solana, qui sont pour l'instant les deux endroits où pour moi il y a le plus de volume d'achat. Ici vous voyez qu'on a une petite poussée d'Ethereum qui pour le coup, si jamais on clôture ici en 4 heures, donc la prochaine clôture en 4 heures elle est très bientôt je crois. 6 heures, 10 heures, vous voyez, elle est dans 4 minutes, donc si on clôture au-dessus, on donnera peut-être vie ici à cette épaule inversée, et cette fameuse target des 1350, voire 1500 $. Tout ça n'est pas acquis, mais selon les probabilités chartistes, le fait ici de casser cette épaule nous donnerait ce type de rebond technique avec, je vous l'ai dit, des targets autour de 70%, donc on est au-dessus de 50%, ce qui est relativement intéressant en termes de trading. Et écoutez, je pense qu'on a fait le tour.
voilà, on fera peut-être une vidéo vraiment dédiée à cette histoire des BRICS et du nouveau monde des matières premières qui se rebellent contre un monde fortement pétrodollarisé. Voilà, pour moi en tout cas c'est un petit peu la narration interne, je trouve, du moment. Narration d'inflation, on aura des nouvelles autour du 13 juillet où on aura le core CPI. Est-ce que le pétrole est toujours à la correction? Non, vous voyez qu'ici il a rebondi un petit peu sur support, donc attention à ça. On a encore 6 jours pour faire une bougie monthly ici sur le pétrole qui soit bien négative, histoire de bien faire descendre le CPI. Alors c'est très curieux de parler comme je parle là, donc vous voyez qu'on a rebondi ici sur support. Ça me paraît très curieux, moi, enfin, il y a un sentiment très paradoxal à faire ça, au sens où ce que je vous dis, c'est attention, il faut que l'inflation baisse pour que Bitcoin se porte bien, et alors que normalement, c'est tout à fait au contraire du fondamental de Bitcoin, c'est-à-dire que Bitcoin est un actif anti-inflationniste, donc théoriquement, au plus on aura une inflation, voire une inflation à 2 chiffres, au plus théoriquement, Bitcoin devrait performer, puisque vous ne pouvez pas imprimer du Bitcoin, donc il devient de plus en plus rare au fur et à mesure que les monnaies elles-mêmes se débasent. Donc moi, même quand je le dis, parfois ça m'éclate les gencives de devoir dire ça, mais malheureusement, on va avoir besoin d'une inflation. Enfin, malheureusement, non, c'est pas du tout ce que je vais dire. Enfin, vous comprenez ici l'idée. On est à l'inverse du fondamental de Bitcoin, mais ici, à l'instant T, on est tellement corrélé au marché et Bitcoin est tellement considéré par tous les hedge funds et considéré par toute la sphère financière comme étant un asset risk-on en raison de sa volatilité que on aura finalement des mécanismes qui vont aller à l'encontre de son fondamental. Ici encore aussi le blé qui lui est plutôt en correction sur le mois, vous le voyez, mais je pense qu'on a fait un rebond ici au niveau de la journée aussi. Ça, je pense que c'est tout simplement, il doit y avoir des narrations autour de la guerre en Ukraine un petit peu qui se remettent ici en forme. Ici, par contre, on a cassé cette trend sur l'indice des commodités dans leur totalité. Donc voilà, la question actuelle, c'est est-ce que le pétrole va peut-être pouvoir casser ici cette trend-là qui ressemble peut-être maintenant peut-être une sorte de biseau ascendant qui aurait cassé vers le haut, peut-être atteint non, il n'a pas atteint sa target. C'est assez curieux comme structure. On pourrait peut-être faire quelque chose où on trouve une tendance un peu... Non, même pas, on n'est pas forcément du tout ici aligné. Voilà, à voir un petit peu ce que va nous donner le pétrole. En tout cas, vous voyez qu'ici, il est plutôt sur une tendance haussière. On avait ici ce triangle de continuation, par contre, qui n'est pas extrêmement propre, mais qu'on aurait pu noter, voilà, ici comme suit. Si jamais on est là-dessus, c'est-à-dire que ce triangle a effectivement cassé, vous comprendrez qu'on va vers une continuation ici de la hausse des prix du pétrole. Et là, on est juste sur une correction et on irait ici sur quelque chose qui théoriquement a ce type de target, à savoir $150 le baril, d'accord? Donc un plus 50% sur les prix du pétrole. Si jamais on perd ici ce plus bas là, ben c'est à ce moment-là, moi je trouve en tout cas qu'on définit cette figure, enfin qu'on invalide cette figure, c'est-à-dire en passant vraiment en dessous ici de la borne basse du triangle, mais en dessous du dernier point qu'on a fait dessus, c'est là qu'on invaliderait ce triangle de continuation. Vous voyez qu'il n'est pas très propre, on aurait bien aimé ici que ces deux bornes-là touchent. La correction est vraiment très jolie dans le sens du bas, et vous voyez qu'elle a vraiment servi ici comme support, mais dans le sens du haut, à moins voilà, d'invalider potentiellement par exemple cette espèce de bougie là, voilà, là on aurait peut-être quelque chose d'un peu plus cohérent. Donc là, voilà, on mettrait de côté potentiellement un petit peu cet excès là, et puis on dirait que ça c'est une sorte de déviation si vous voulez, et puis on aurait effectivement ce triangle qui se mettrait en branle là, et du coup on aurait une target beaucoup plus mesurée, on va dire beaucoup plus mesurée avec les $138. Tout ça va nous être dit, vous voyez qu'ici, là, on est sur un point, si jamais on considère tout ça, on est sur un point de support, de deux supports en même temps, c'est-à-dire que potentiellement, c'est assez puissant au niveau du temps, pour favoriser ici un rebond du pétrole vers le haut. Vous avez ici peu de chances, on va dire, de casser en même temps de résistance. Quand vous avez des croix comme ça, c'est vraiment quelque chose d'assez puissant. Voilà, donc on va voir. Personnellement, moi j'espère un petit rebond. J'espère que du coup, on va ici, que le pétrole et tout, enfin que, en tout cas, au moins pour le mois de juin,
On aura un CPI qui va diminuer. C'est vraiment ici une partie du scénario que je joue d'ailleurs. On aura une semaine pour voir si jamais ici par exemple le pétrole revient à son niveau de clôture. Voilà, ça nous invalidera ici un petit peu cette idée qu'on aura un CPI en baisse au niveau du 13 juillet. C'est tout pour moi aujourd'hui. Vidéo un petit peu longue et j'en suis désolé, un petit peu déstructurée aussi, mais parce que en fait je l'ai faite parce qu'il faut que je parte, donc du coup je l'ai faite assez rapidement, mais vous comprenez qu'on a dit quand même pas mal de choses, surtout autour du nouvel ordre mondial, et voilà, je vous ferai une partie un peu plus décryptée sur la partie Russie, etc. et le discours de Poutine notamment, que j'ai regardé en intégralité et qui, on va dire, est un petit peu une manière de voir l'économie de l'autre bloc. Il faut se renseigner ici sur comment pense effectivement l'autre bloc pour pouvoir comprendre un petit peu ce qu'il se trame au niveau macro pour les 30 prochaines années. La dernière personne qui avait eu ce type de manière de faire, etc., finalement c'était Kadhafi, et en tout cas voilà, cette espèce de manière d'essayer de mettre ensemble voilà, tous les pays, on va dire manufacturiers, ou en tout cas producteurs d'énergie et de matières premières, et notamment avec la Ligue panafricaine, etc. Et voilà, on connaît la fin pour Kadhafi, donc c'est ici très touchy. Si jamais Vladimir Poutine arrive à tenir ce cap, et qu'il arrive à tenir également bien entendu tout le travail d'intelligence qui va être fait dans son pays, voilà, pour essayer de le déstabiliser, ça paraît bien évident que ça va être le cas, on part là-dessus, et si jamais après les États-Unis arrivaient à détruire un petit peu ce bloc et à mettre à leur solde ici autre chose, il y aura une autre manière indirecte que les États-Unis et la Chine s'affrontent, et ça je vous l'ai expliqué. La Chine, c'est la prochaine première puissance mondiale, ça paraît évident, mais il va y avoir ici bien évidemment quand la Chine décidera de servir son pays au niveau de la demande, et que la demande interne sera suffisante pour tout simplement que cette usine du monde devienne sa propre usine, c'est-à-dire quand la Chine passera à une véritable économie de marché, vous avez des très bonnes chances que les niveaux soient complètement délirants au niveau croissance, bien évidemment. C'est un pivot qu'elle est en train d'essayer de faire ici, et aussi le fait d'attirer les capitaux étrangers, je vous l'ai expliqué au moment où je vous ai expliqué que la Chine est plutôt ici en train de devenir dovish, donc en train de devenir accommodante pour ses propres marchés, tandis que les États-Unis font l'inverse. C'est une sorte de bataille ici, une course de fond que se livrent les deux pays, et du coup l'un a quand même besoin de l'autre, puisque si vous aviez un sell-off majeur, et ça a déjà été le cas, vous l'avez compris, sur les actions tech chinoises, il y a déjà eu un sell-off majeur des actions tech chinoises, et ça a été vraiment le cas, et ça a été le cas principalement de la part des Américains. Il y a eu aussi un sell-off majeur, bien entendu, des actions européennes au moment de la guerre. Vous comprendrez bien ici que les Américains ont, pour beaucoup, tous les fonds de pension, etc., sont sortis. On ne reste pas investi dans sauf sur vraiment les choses dans lesquelles on croit, mais on ne reste pas investi ici sur un continent, une confédération dans laquelle il y a la guerre. C'est tout à fait une mauvaise idée de le faire, donc du coup c'est ce qu'ils ont fait. Personnellement, en tant que spectateur, je dirais que ça va être assez trépidant. J'aimerais pas vraiment avoir 20 ans aujourd'hui, mais finalement, voilà, il y a eu des périodes bien plus difficiles dans l'histoire, et on va voir un petit peu ce qu'il en est à ce niveau-là, et ce qui se passe vraiment à ce niveau-là. Voilà, beaucoup de blabla, mais bon voilà, c'est le fond de ma pensée. Vous comprendrez que du coup, je le partage. C'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Sur ce, on se retrouve demain pour un nouveau point météo sur le BTC, et on fera ici, je sais pas trop ce qu'on fera demain, on verra. Voilà, ça sera en fonction. Pour ceux qui ont suivi cette vidéo jusqu'à la fin, j'ai pour habitude de demander des commentaires à la con dans mes vidéos, c'est-à-dire pour voir si les gens suivent la vidéo jusqu'à la fin, le fait de leur poser une question totalement stupide. La question du jour sera... donc il faut pas que ça soit autour du Bitcoin, il faut pas que ça soit quelque chose qui soit non plus trop comment dire,
il faut pas que ça soit quelque chose d'intelligent, il faut que ça soit vraiment quelque chose de... Voilà. La question du jour est, est-ce que vous avez déjà sauté en parachute? Est-ce que vous avez déjà fait un saut en chute libre ou pas? Et si non, est-ce que vous avez envie de le faire? C'est tout pour moi aujourd'hui. Abonnez-vous, activez la cloche de notification et n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le Discord dont le lien sera en description. Je vous souhaite une excellente journée à tous. À bientôt. Ciao.